La biche au bois, un conte de Madame d'Aulnoy, lecture par Christophe Tabar. Il était une fois un roi et une reine dont l'union était parfaite. Ils s'aimaient tendrement, et leurs sujets les adoraient. Mais il manquait à la satisfaction des uns et des autres de leur voir un héritier. La reine, qui était persuadée que le roi l'aimerait encore davantage si elle en avait un, ne manquait pas au printemps d'aller boire des eaux qui étaient excellentes. L'on y venait en foule, et le nombre d'étrangers était si grand qu'il s'en trouvait là de toutes les parties du monde. Il y avait plusieurs fontaines dans un grand bois où l'on allait boire. Elles étaient entourées de marbre et de porphyre, car chacun se piquait de les embellir. Un jour que la reine était assise au bord de la fontaine, elle dit à toutes ces dames de s'éloigner et de la laisser seule. Puis elle commença ses plaintes ordinaires. « Ne suis-je pas bien malheureuse, dit-elle, de n'avoir point d'enfants? Les plus pauvres femmes en ont. Il y a 5 ans que j'en demande au ciel. Je n'ai pu encore le toucher. Mourrai-je sans avoir cette satisfaction ?» Comme elle parlait ainsi, elle remarqua que l'eau de la fontaine s'agitait. Puis une grosse écrevisse parut et lui dit « Grande reine, vous aurez enfin ce que vous désirez. Je vous avertis qu'il y a ici, proche, un palais superbe que les fées ont bâti. Mais il est impossible de le trouver, parce qu'il est environné de nuées fort épaisses que l'œil d'une personne mortelle ne peut pénétrer. Cependant, comme je suis votre très humble servante, si vous voulez vous fier à la conduite d'une pauvre écrevisse, je m'offre de vous y mener. » La reine l'écoutait sans l'interrompre, la nouveauté de voir parler une écrevisse l'ayant fort surprise. Elle lui dit qu'elle accepterait avec plaisir ses offres, et qu'elle ne savait pas aller en reculant comme elle. L'écrevisse sourit. Sur-le-champ, elle prit la figure d'une belle petite vieille. « Eh bien, madame, lui dit-elle, n'allons pas à reculons, j'y consens. Mais surtout, regardez-moi comme une de vos amies, car je ne souhaite que ce qui peut vous être avantageux. » Elle sortit de la fontaine sans être mouillée. Ses habits étaient blancs, doublés de cramoisis, et ses cheveux gris tout renoués de rubans verts. Il ne s'est guère vu de vieille dont l'air fût plus galant. Elle salua la reine, et elle en fut embrassée. Et sans tarder davantage, elle la conduisit dans une route du bois qui surprit cette princesse, car, encore qu'elle y fût venue 1000 et 1000 fois, elle n'était jamais entrée dans celle-là. Comment y serait-elle entrée? C'était le chemin des fées pour aller à la fontaine. Il était ordinairement fermé de ronces et d'épines. Mais quand la reine et sa conductrice parurent, aussitôt les rosiers poussèrent des roses, les jasmins et les orangers entrelacèrent leurs branches pour faire un berceau couvert de feuilles et de fleurs. La terre fut couverte de violettes, 1000 oiseaux différents chantaient à l'envi sur les arbres. La reine n'était pas encore revenue de sa surprise lorsque ses yeux furent frappés par l'éclat sans pareil d'un palais tout de diamants. Les murs et les toits, les plafonds, les planchers, les degrés, les balcons, jusqu'aux terrasses, tout était de diamants. Dans l'excès de son admiration, elle ne put s'empêcher de pousser un grand cri et de demander à la galante vieille qui l'accompagnait si ce qu'elle voyait était un songe ou une réalité. « Rien n'est plus réel, madame, » répliqua-t-elle. Aussitôt les portes du palais s'ouvrirent. Il en sortit 6 fées. Mais quelles fées! Les plus belles et les plus magnifiques qui aient jamais paru dans leur empire. Elles vinrent toutes faire une profonde révérence à la reine, et chacune lui présenta une fleur de pierrerie pour lui faire un bouquet. Il y avait une rose, une tulipe, une anémone, une encolie, un œillet et une grenade. « Madame, lui dirent-elles, nous ne pouvons pas vous donner une plus grande marque de notre considération qu'en vous permettant de nous venir voir ici. Nous sommes bien aises de vous annoncer que vous aurez une belle princesse que vous nommerez Désirée, car l'on doit avouer qu'il y a longtemps que vous la désirez. Ne manquez pas, aussitôt qu'elle sera au monde, de nous appeler, parce que nous voulons la douer de toutes sortes de bonnes qualités. Vous n'avez qu'à prendre le bouquet que nous vous donnons et nommer chaque fleur en pensant à nous.
soyez certaine qu'aussitôt nous serons dans votre chambre. » La reine, transportée de joie, se jeta à leur col, et les embrassades durèrent plus d'une grosse demi-heure. Après cela, elles prièrent la reine d'entrer dans leur palais, dont on ne peut faire une assez belle description. Elles avaient pris pour le bâtir l'architecte du soleil. Il avait fait en petit ce que celui du soleil est en grand. La reine, qui n'en soutenait l'éclat qu'avec peine, fermait à tout moment les yeux. Elles la conduisirent dans leur jardin. Il n'a jamais été de si beaux fruits. Les abricots étaient plus gros que la tête, et l'on ne pouvait manger une cerise sans la couper en 4. D'un goût si exquis qu'après que la reine en eut mangé, elle ne voulut de sa vie en manger d'autre. Il y avait un verger tout d'arbres factices qui ne laissait pas d'avoir vie et de croître comme les autres. De dire tous les transports de la reine, combien elle parla de la petite princesse désirée, combien elle remercia les aimables personnes qui lui annonçaient une si agréable nouvelle, c'est ce que je n'entreprendrai point. Mais enfin, il n'y eut aucun terme de tendresse et de reconnaissance oublié. La fée de la fontaine y trouva toute la part qu'elle méritait. La reine demeura jusqu'au soir dans le palais. Elle aimait la musique. On lui fit entendre des voix qui lui parurent célestes. On la chargea de présents, et, après avoir remercié ces grandes dames, elle revint avec la fée de la fontaine. Toute sa maison était très en peine d'elle. On la cherchait avec beaucoup d'inquiétude. On ne pouvait imaginer en quel lieu elle était. Il craignait même que quelque étranger audacieux ne l'eussent enlevée, car elle avait de la beauté et de la jeunesse, de sorte que chacun témoigna une joie extrême à son retour. Et comme elle ressentait de son côté une satisfaction infinie des bonnes espérances qu'on venait de lui donner, elle avait une conversation agréable et brillante qui charmait tout le monde. La fée de la fontaine la quitta proche de chez elle. Les compliments et les caresses redoublèrent à leur séparation, et la reine, étant restée encore 8 jours aux eaux, ne manqua pas de retourner au palais des fées avec sa coquette vieille, qui paraissait d'abord en écrevisse, et puis qui prenait sa forme naturelle. La reine partit. Elle devint grosse, et mit au monde une princesse qu'elle appela Désirée. Aussitôt elle prit le bouquet qu'elle avait reçu. Elle nomma toutes les fleurs l'une après l'autre, et sur le champ on vit arriver les fées. Chacune avait son chariot de différentes manières. L'une était d'ébène, tirée par des pigeons blancs, d'autres d'ivoire, que de petits corbeaux traînaient, d'autres encore de cèdre et de calembour. C'était là leur équipage d'alliance et de paix, car, lorsqu'elles étaient fâchées, ce n'étaient que des dragons volants, que des couleuvres qui jetaient le feu par la gueule et par les yeux, que lions, que léopards, que panthères, sur lesquels elles se transportaient d'un bout du monde à l'autre, en moins de temps qu'il n'en faut pour dire bonjour ou bonsoir. Mais cette fois-ci, elles étaient de la meilleure humeur qu'il est possible. La reine les vit entrer dans sa chambre avec un air gai et majestueux. Leurs nains et leurs naines les suivaient, tous chargés de présents. Après qu'elles eurent embrassé la reine et baisé la petite princesse, elles déployèrent sa layette dont la toile était si fine et si bonne qu'on pouvait s'en servir 100 ans sans l'user. Les fées la filaient à leurs heures de loisir. Pour les dentelles, elles surpassaient encore ce que j'ai dit de la toile. Toute l'histoire du monde y était représentée, soit à l'aiguille, soit au fuseau. Après cela, elles montrèrent les langes et les couvertures qu'elles avaient brodées exprès. L'on y voyait représenter 1000 jeux différents auxquels les enfants s'amusent. Depuis qu'il y a des brodeurs et des brodeuses, il ne s'est rien vu de si merveilleux. Mais quand le berceau parut, la reine s'écria d'admiration, car il surpassait encore tout ce qu'elle avait vu jusqu'alors. Il était d'un bois si rare qu'il coûtait 100 000 écus la livre. 4 petits amours le soutenaient. C'étaient 4 chefs-d'œuvre où l'art avait tellement surpassé la matière, quoiqu'elle fût de diamants et de rubis, que l'on n'en peut assez parler. Ces petits amours avaient été animés par les fées, de sorte que, lorsque l'enfant criait, ils le berçaient et l'endormaient. Cela était d'une commodité merveilleuse pour les nourrices. Les fées prirent elles-mêmes la petite princesse sur leurs genoux. Elles l'emmaillotèrent et lui donnèrent plus de 100 baisers, car elle était déjà si belle
qu'on ne pouvait la voir sans l'aimer. Elles remarquèrent qu'elle avait besoin de téter. Aussitôt, elles frappèrent la terre avec leurs baguettes. Il parut une nourrice telle qu'il la fallait pour cet aimable poupard. Il ne fut plus question que de douer l'enfant. Les fées s'empressèrent de le faire. L'une la doua de vertu et l'autre d'esprit. La troisième, d'une beauté miraculeuse. Celle d'après, d'une heureuse fortune. La cinquième lui désira une longue santé, et la dernière, qu'elle fît bien toutes les choses qu'elle entreprendrait. La reine, ravie, les remerciait 1000 et 1000 fois des faveurs qu'elle venait de faire à la petite princesse. Lorsque l'on vit entrer dans la chambre une si grosse écrevisse que la porte fut à peine assez large pour qu'elle pût passer. « Ah! Trop ingrate reine, dit l'écrevisse. Vous n'avez donc pas daigné vous souvenir de moi. Est-il possible que vous ayez sitôt oublié la fée de la fontaine et les bons offices que je vous ai rendus en vous menant chez mes sœurs? Quoi? Vous les avez toutes appelées? Je suis la seule que vous négligez. Il est certain que j'en avais un pressentiment, et c'est ce qui m'obligea de prendre la figure d'une écrevisse lorsque je vous parlais la première fois, voulant marquer par là que votre amitié, au lieu d'avancer, reculerait. La reine, inconsolable de la faute qu'elle avait faite, l'interrompit et lui demanda pardon. Elle lui dit qu'elle avait cru nommer sa fleur comme celle des autres, que c'était le bouquet de pierreries qui l'avait trompée, qu'elle n'était pas capable d'oublier les obligations qu'elle lui avait, qu'elle la suppliait de ne lui point ôter son amitié, et particulièrement d'être favorable à la princesse. Toutes les fées, qui craignaient qu'elle ne la doie de misère et d'infortune, secondèrent la reine pour l'adoucir. « Ma chère sœur, lui disait-elle, que votre Altesse ne soit point fâchée contre une reine qui n'a jamais eu dessein de vous déplaire. Quittez de grâce cette figure d'écrevisse, faites que nous vous voyions avec tous vos charmes. J'ai déjà dit que la fée de la fontaine était assez coquette. Les louanges que ses sœurs lui donnèrent l'adoucirent un peu. Eh bien, dit-elle, je ne ferai pas à désirer tout le mal que j'avais résolu, car assurément j'avais envie de la perdre, et rien n'aurait pu m'en empêcher. Cependant, je veux bien vous avertir que si elle voit le jour avant l'âge de 15 ans, elle aura lieu de s'en repentir. Il lui en coûtera peut-être la vie. Les pleurs de la reine et les prières des illustres fées ne changèrent point l'arrêt qu'elle venait de prononcer. Elle se retira à reculons, car elle n'avait pas voulu quitter sa robe d'écrevisse. Dès qu'elle fut éloignée de la chambre, la triste reine demanda aux fées un moyen pour préserver sa fille des maux qui la menaçaient. Elles tinrent aussitôt conseil. Et enfin, après avoir agité plusieurs avis différents, elles s'arrêtèrent à celui-ci, qu'il fallait bâtir un palais sans porte ni fenêtre, y faire une entrée souterraine, et nourrir la princesse dans ce lieu jusqu'à l'âge fatal où elle était menacée. 3 coups de baguette commencèrent et finirent ce grand édifice. Il était de marbre blanc et vert par dehors. Les plafonds et les planchers de diamants et d'émeraudes qui forment des fleurs, des oiseaux et 1000 choses agréables. Tout était tapissé de velours de différentes couleurs, brodé de la main des fées. Et comme elles étaient savantes dans l'histoire, elles s'étaient fait un plaisir de tracer les plus belles et les plus remarquables. L'avenir n'y était pas moins présent que le passé. Les actions héroïques du plus grand roi du monde remplissaient plusieurs tentures. Ici, du démon de la Thrace, il a le port victorieux. Les éclairs redoublés qui partent de ses yeux marquent sa belliqueuse audace. Là, plus tranquille et plus serein, il gouverne la France en une paix profonde. Il fait voir par ses lois que le reste du monde lui doit envier son destin. Par les peintres les plus habiles, il y paraissait peint avec ses diverses traits, redoutable en prenant des villes, généreux en faisant la paix. Ces sages fées avaient imaginé ce moyen pour apprendre plus aisément à la jeune princesse les divers événements de la vie des héros et des autres hommes. L'on ne voyait chez elle que par la lumière des bougies, mais il y en avait une si grande quantité qu'elle faisait un jour perpétuel. Tous les maîtres dont elle avait besoin pour se rendre parfaite furent conduits en ce lieu. Son esprit,
Sa vivacité et son adresse prévenaient presque toujours ce qu'il voulait lui enseigner. Et chacun d'eux demeurait dans une admiration continuelle des choses surprenantes qu'elle disait, dans un âge où les autres savent à peine nommer leur nourrice. Aussi, n'est-on pas doué par les faits pour demeurer ignorante et stupide? Si son esprit charmait tous ceux qui l'approchaient, sa beauté n'avait pas des effets moins puissants. Elle ravissait les plus insensibles. Et la reine, sa mère, ne l'aurait jamais quittée de vue si son devoir ne l'avait pas attachée auprès du roi. Les bonnes fées venaient voir la princesse de temps en temps. Elles lui apportaient des raretés sans pareilles, et des habits si bien entendus, si riches et si galants, qu'ils semblaient avoir été faits pour la noce d'une jeune princesse qui n'est pas moins aimable que celle dont je parle. Mais entre toutes les fées qui la chérissaient, Tulipe l'aimait davantage, et recommandait plus soigneusement à la reine de ne lui pas laisser voir le jour avant qu'elle eût 15 ans. Notre sœur de La Fontaine est vindicative, lui disait-elle. Quelque intérêt que nous prenions à cet enfant, elle lui fera du mal si elle peut. Ainsi, madame, vous ne sauriez être trop vigilante là-dessus. La reine lui promettait de veiller sans cesse à une affaire si importante. Mais comme sa chère fille approchait du temps où elle devait sortir de ce château, elle la fit peindre. Son portrait fut porté dans les plus grandes cours de l'univers. À sa vue, il n'y eut aucun prince qui se défendît de l'admirer. Mais il y en eut un qui en fut si touché qu'il ne pouvait plus s'en séparer. Il le mit dans son cabinet, il s'enfermait avec lui, et, lui parlant comme s'il eût été sensible, qu'il eût pu l'entendre, il lui disait des choses du monde les plus passionnées. Le roi, qui ne voyait presque plus son fils, s'informa de ses occupations, de ce qui pouvait l'empêcher de paraître aussi gai qu'à son ordinaire. Quelques courtisans, trop empressés de parler, car il y en a plusieurs de ce caractère, lui dirent qu'il était à craindre que le prince ne perdît l'esprit, parce qu'il demeurait des jours entiers enfermé dans son cabinet, où l'on entendait qu'il parlait seul, comme s'il eût été avec quelqu'un. Le roi reçut cet avis avec inquiétude. « Est-il possible, disait-il à ses confidents, que mon fils perde la raison? Il en a toujours tant manqué. Vous savez l'admiration qu'on a eue pour lui jusqu'à présent, et je ne trouve encore rien d'égard dans ses yeux. Il me paraît seulement plus triste. Il faut que je l'entretienne, et je démêlerai peut-être de quelle sorte de folie il est attaqué. » En effet, il l'envoyait quérir. Il commanda qu'on se retirât, et après plusieurs choses auxquelles il n'avait pas une grande attention et auxquelles aussi il répondit assez mal, le roi lui demanda ce qu'il pouvait avoir pour que son humeur et sa personne fussent si changées. Le prince, croyant ce moment favorable, se jeta à ses pieds. « Vous avez résolu, lui dit-il, de me faire épouser la princesse noire. Vous trouverez des avantages dans son alliance que je ne puis vous promettre dans celle de la princesse désirée. Mais, seigneur, je trouve des charmes dans celle-ci que je ne rencontrerai point dans l'autre. »« Et où les avez-vous vus ?» dit le roi. « Les portraits de l'une et de l'autre m'ont été apportés, » dit le prince guerrier. C'est ainsi qu'on le nommait depuis qu'il avait gagné 3 grandes batailles. « Je vous avoue que j'ai pris une si forte passion pour la princesse désirée que si vous ne retirez les paroles que vous avez données à la Noire, il faut que je meure, heureux de cesser de vivre en perdant l'espérance d'être à ce que j'aime. » « C'est donc avec son portrait, reprit gravement le roi, que vous prenez en gré de faire des conversations qui vous rendent ridicule à tous les courtisans. Ils vous croient insensé, et si vous saviez ce qui m'est revenu là-dessus, vous auriez honte de marquer tant de faiblesse. »« Je ne puis me reprocher une si belle flamme, répondit-il. Lorsque vous aurez vu le portrait de cette charmante princesse, vous approuverez ce que je sens pour elle. »« Allez donc le quérir tout à l'heure, dit le roi avec un air d'impatience qui faisait connaître son chagrin. Le prince en aurait eu de la peine s'il n'avait pas été certain que rien au monde ne pouvait égaler la beauté de Désirée. Il courut dans son cabinet et revint chez le roi. Il demeura presque aussi enchanté que son fils. « Ah ! dit-il, mon cher guerrier, je consens à ce que vous souhaitez. Je rajeunirai lorsque j'aurai une si aimable princesse à ma cour. Je vais dépêcher sur le champ des ambassadeurs
à celle de la Noire pour retirer ma parole. Quand je devrais avoir une rude guerre contre elle, j'aime mieux m'y résoudre. Le prince baisa respectueusement les mains de son père et lui embrassa plus d'une fois les genoux. Il avait tant de joie qu'on le reconnaissait à peine. Il pressa le roi de dépêcher les ambassadeurs, non seulement à la Noire, mais aussi à la Désirée, et il souhaita qu'il choisît pour cette dernière l'homme le plus capable et le plus riche, parce qu'il fallait paraître dans une occasion si célèbre et persuader ce qu'il désirait. Le roi jeta les yeux sur Becafigue. C'était un jeune seigneur très éloquent, qui avait 100 millions de rentes. Il aimait passionnément le prince guerrier. Il fit, pour lui plaire, le plus grand équipage et la plus belle livrée qu'il pût imaginer. Sa diligence fut extrême, car l'amour du prince augmentait chaque jour, et sans cesse il le conjurait de partir. « Songez, lui disait-il confidemment, qu'il y va de ma vie, que je perds l'esprit lorsque je pense que le père de cette princesse peut prendre des engagements avec quelque autre, sans vouloir les rompre en ma faveur, et que je la perdrai pour jamais. » Becafigue le rassurait, afin de gagner du temps, car il était bien aise que sa dépense lui fit honneur. Il mena 80 carrosses, tous brillants d'or et de diamants. La miniature la mieux finie n'approche pas de celle qui les ornait. Il y avait 50 autres carrosses, 24 000 pages à cheval, plus magnifiques que les princes, et le reste de ce cortège ne se démentait en rien. Lorsque l'ambassadeur prit son audience de congé du prince, il l'embrassa étroitement. « Souvenez-vous, mon cher Becafigue, lui dit-il, que ma vie dépend du mariage que vous allez négocier. N'oubliez rien pour persuader et amener l'aimable princesse que j'adore. » Il le chargea aussitôt de 1000 présents, où la galanterie égalait la magnificence. Ce n'étaient que devises amoureuses et gravées sur des cachets de diamants, des montres dans des escarboucles chargées des chiffres de Désirée, des bracelets de rubis taillés en cœur. Enfin, que n'avait-il pas imaginé pour lui plaire? L'ambassadeur portait le portrait de ce jeune prince qui avait été peint par un homme si savant qu'il parlait et faisait de petits compliments pleins d'esprit. À la vérité, il ne répondait pas à tout ce qu'on lui disait, mais il ne s'en fallait guère. Becafigue promit au prince de ne rien négliger pour sa satisfaction, et il ajouta qu'il portait tant d'argent que, si on lui refusait la princesse, il trouverait le moyen de gagner quelqu'une de ses femmes et de l'enlever. « Ah !» s'écria le prince, « je ne puis m'y résoudre. Elle serait offensée d'un procédé si peu respectueux. » Becafigue ne répondit rien là-dessus et partit. Le bruit de son voyage prévint son arrivée. Le roi et la reine en furent ravis. Ils estimaient beaucoup son maître et savaient les grandes actions du prince guerrier. Mais ce qu'ils connaissaient encore mieux, c'était son mérite personnel, de sorte que, quand ils auraient cherché dans tout l'univers un mari pour leur fille, ils n'auraient su en trouver un plus digne d'elle. On prépara un palais pour loger Becafigue, et l'on donna tous les ordres nécessaires pour que la cour parût dans la dernière magnificence. Le roi et la reine avaient résolu que l'ambassadeur verrait Désirée, mais la fée Tulipe vint trouver la reine et lui dit « Gardez-vous bien, madame, de mener Becafigue chez notre enfant. » C'est ainsi qu'elle nommait la princesse. « Il ne faut pas qu'il la voie si tôt, et ne consentez point à l'envoyer chez le roi qui la demande qu'elle n'ait passé 15 ans, car je suis assuré que si elle part plus tôt, il lui arrivera quelque malheur. » La reine, embrassant la bonne Tulipe, elle lui promit de suivre ses conseils, et sur-le-champ, elles allèrent voir la princesse. L'ambassadeur arriva, son équipage demeura 23 heures à passer, car il avait 600 000 mulets, dont les clochettes et les fers étaient d'or, leurs couvertures de velours et de brocart en broderie de perles. C'était un embarras sans pareil dans les rues. Tout le monde était accouru pour le voir. Le roi et la reine allèrent au-devant de lui, tant ils étaient aises de sa venue. Il était inutile de parler de la harangue qu'il fit et des cérémonies qui se passèrent de part et d'autre. On peut assez les imaginer. Mais lorsqu'il demanda à saluer la princesse,
il demeura bien surpris que cette grâce lui fût daignée. « Si nous vous refusons, seigneur Bécafigue, lui dit le roi, une chose qui paraît si juste, ce n'est point par un caprice qui nous soit particulier. Il faut vous raconter l'étrange aventure de notre fille, afin que vous y preniez part. Une fée, au moment de sa naissance, la prit en aversion et la menaça d'une très grande infortune si elle voyait le jour avant l'âge de 15 ans. Nous la tenons dans un palais où les plus beaux appartements sont sous terre. Comme nous étions dans la résolution de vous y mener, la fée Tulipe nous a prescrit de n'en rien faire. « Eh, quoi, sire, répliqua l'ambassadeur, aurais-je le chagrin de m'en retourner sans elle? Vous l'accorderez au roi mon maître pour son fils. Elle est attendue avec 1000 impatiences. Est-il possible que vous vous arrêtiez à des bagatelles, comme sont les prédictions des fées? Voilà le portrait du prince guerrier que j'ai ordre de lui présenter. Il est si ressemblant que je crois le voir lui-même lorsque je le regarde. » Il le déploya aussitôt. Le portrait, qui n'était instruit que pour parler à la princesse, dit « Belle Désirée, vous ne pouvez imaginer avec quelle ardeur je vous attends. Venez bientôt dans notre cour l'orner des grâces qui vous rendent incomparable. » Le portrait ne dit plus rien. Le roi et la reine demeurèrent si surpris qu'ils prièrent Bécafigue de le leur donner pour le porter à la princesse. Il en fut ravi et le remit entre leurs mains. La reine n'avait point parlé jusqu'alors à sa fille de ce qui se passait. Elle avait même défendu aux dames qui étaient auprès d'elle de lui rien dire de l'arrivée de l'ambassadeur. Elle ne lui avait pas obéi. Et la princesse savait qu'il s'agissait d'un grand mariage, mais elle était si prudente qu'elle n'en avait rien témoigné à sa mère. Quand elle lui montra le portrait du prince, qui parlait et qui lui fit un compliment aussi tendre que galant, elle en fut fort surprise, car elle n'avait rien vu d'égal à cela, et la bonne mine du prince, et l'air d'esprit, la régularité de ses traits, ne l'étonnaient pas moins que ce que disait le portrait. « Seriez-vous fâché, lui dit la reine en riant, d'avoir un époux qui ressemble à ce prince? »« Madame, répliqua-t-elle, ce n'est point à moi à faire un choix. Ainsi je serai toujours contente de celui que vous me destinerez. »« Mais enfin, ajouta la reine, si le sort tombait sur lui, ne vous estimeriez-vous pas heureuse? » Elle rougit, baissa les yeux et ne répondit rien. La reine la prit dans ses bras et la baisa plusieurs fois. Elle ne put s'empêcher de verser des larmes lorsqu'elle pensa qu'elle était sur le point de la perdre, car il ne s'en fallait plus que 3 mois qu'elle n'eût 15 ans. Et cachant son déplaisir, elle lui déclara tout ce qui la regardait dans l'ambassade du célèbre Bécafigue. Elle lui donna même les raretés qu'il avait apportées pour lui présenter. Elle les admira. Elle loua avec beaucoup de goût ce qu'il y avait de plus curieux. Mais de temps en temps, ses regards s'échappaient pour s'attacher sur le portrait du prince avec un plaisir qui lui avait été inconnu jusqu'alors. L'ambassadeur, voyant qu'il faisait des instances inutiles pour qu'on lui donnât la princesse et qu'on se contentait de la lui promettre, mais si solennellement qu'il n'y avait pas lieu d'en douter, demeura peu auprès du roi et retourna en poste rendre compte à ses maîtres de sa négociation. Quand le prince sut qu'il ne pouvait espérer sa chère Désirée de plus de 3 mois, il fit des plaintes qui affligèrent toute la cour. Il ne dormait plus, il ne mangeait point, il devint triste et rêveur. La vivacité de son teint se changea en couleur de souci. Il demeurait des jours entiers couché sur un canapé dans son cabinet, à regarder le portrait de la princesse. Il lui écrivait à tout moment et présentait les lettres à ce portrait, comme s'il eût été capable de les lire. Enfin ses forces diminuèrent peu à peu. Il tomba dangereusement malade, et pour en deviner la cause, il ne fallait ni médecin, ni docteur. Le roi se désespérait. Il aimait son fils plus tendrement que jamais père n'a aimé le sien. Il se trouvait sur le point de le perdre. Quelle douleur pour un père! Il ne voyait aucun remède qui pût guérir le prince. Il souhaitait Désirée. Sans elle, il fallait mourir. Il prit donc la résolution, dans une si grande extrémité, d'aller trouver le roi et la reine qu'il avait promise, pour les conjurer d'avoir pitié de l'état où le prince était réduit,
et de ne plus différer un mariage qui ne se ferait jamais s'il voulait obstinément attendre que la princesse eût 15 ans. Cette démarche était extraordinaire, mais elle l'aurait été bien davantage s'il eût laissé périr un fils si aimable et si cher. Cependant, il se trouva une difficulté qui était insurmontable. C'est que son grand âge ne lui permettait que d'aller en litière, et cette voiture s'accordait mal avec l'impatience de son fils, de sorte qu'il envoya en poste le fidèle Bécafigue, et il écrivit les lettres du monde les plus touchantes pour engager le roi et la reine à ce qu'il souhaitait. Pendant ce temps, Désirée n'avait guère moins de plaisir à voir le portrait du prince qu'il en avait à regarder le sien. Elle allait à tout moment dans le lieu où il était, et quelque soin qu'elle prît de cacher ses sentiments, on ne laissait pas de les pénétrer. Entre autres, Giroflée et Longue-Épine, qui étaient ses filles d'honneur, s'aperçurent des petites inquiétudes qui commençaient à la tourmenter. Giroflée l'aimait passionnément et lui était fidèle. Longue-Épine, de tout temps, sentait une jalousie secrète de son mérite et de son rang. Sa mère avait élevé la princesse. Après avoir été sa gouvernante, elle devint sa dame d'honneur. Elle aurait dû l'aimer comme la chose du monde la plus aimable, quoiqu'elle chérît sa fille jusqu'à la folie. Et voyant la haine qu'elle avait pour la belle princesse, elle ne pouvait lui vouloir du bien. L'ambassadeur que l'on avait dépêché à la cour de la princesse noire ne fut pas bien reçu lorsqu'on apprit le compliment dont il était chargé. Cette Éthiopienne était la plus vindicative créature du monde. Elle trouva que c'était la traiter cavalièrement, après avoir pris des engagements avec elle, de lui envoyer dire ainsi qu'on la remerciait. Elle avait vu un portrait du prince dont elle s'était entêtée, et les Éthiopiennes, quand elles se mêlent d'aimer, aiment avec plus d'extravagance que les autres. « Comment, monsieur l'ambassadeur, dit-elle, est-ce que votre maître ne me croit pas assez riche ni assez belle? Promenez-vous dans mes États, vous trouverez qu'il n'en est guère de plus vaste. Venez dans mon trésor royal, voir plus d'or que toutes les mines du Pérou n'en ont jamais fourni. Enfin, regardez la noirceur de mon teint, ce nez écrasé, ces grosses lèvres. N'est-ce pas ainsi qu'il faut être pour être belle? Madame, répondit l'ambassadeur, qui craignait les bastonnades plus que tous ceux qu'on envoie à la porte. Je blâme mon maître autant qu'il est permis à un sujet. Et si le ciel m'avait mis sur le premier trône de l'univers, je sais vraiment bien à qui je l'offrirais. Cette parole vous sauvera la vie, lui dit-elle. J'avais résolu de commencer ma vengeance sur vous, mais il y aurait de l'injustice, puisque vous n'êtes pas cause du mauvais procédé de votre prince. Allez lui dire qu'il me fait plaisir de rompre avec moi, parce que je n'aime pas les malhonnêtes gens. L'ambassadeur, qui ne demandait pas mieux que son congé, l'eut à peine obtenu qu'il en profita. Mais l'Éthiopienne était trop piquée contre le prince guerrier pour lui pardonner. Elle monta dans un char d'ivoire traîné par 6 autruches qui faisaient 10 lieues par heure. Elle se rendit au palais de la fée de la Fontaine. C'était sa marraine et sa meilleure amie. Elle lui raconta son aventure et la pria, avec les dernières instances, de servir son ressentiment. La fée fut sensible à la douleur de sa filleule. Elle regarda dans le livre qui dit tout, et elle connut aussitôt que le prince guerrier ne quittait la princesse noire que pour la princesse désirée, qu'il l'aimait éperdument, et qu'il était même malade de la seule impatience de la voir. Cette connaissance ralluma sa colère, qui était presque éteinte, et comme elle ne l'avait pas vu depuis le moment de sa naissance, il est à croire qu'elle aurait négligé de lui faire du mal si la vindicative Noiron ne l'en avait pas conjuré. « Quoi » s'écria-t-elle. « Cette malheureuse Désirée veut donc toujours me déplaire ?»« Non, charmante princesse, non. Ma mignonne, je ne souffrirai pas qu'on te fasse un affront. Les cieux de tous les éléments s'intéressent dans cette affaire. Retourne chez toi et te repose sur ta chère marraine. » La princesse noire la remercia. Elle lui fit des présents de fleurs et de fruits qu'elle reçut fort agréablement. L'ambassadeur Bécafigue s'avançait en toute diligence vers la ville capitale, où le père de Désirée faisait son séjour. Il se jeta aux pieds du roi et de la reine, il versa beaucoup de larmes, et leur dit, dans les termes les plus touchants, que le prince guerrier mourrait s'il lui retardait plus longtemps le plaisir de voir la princesse, leur fille,
qu'il ne s'en fallait plus que 3 mois, qu'elle n'eût 15 ans, qu'il ne lui pouvait rien arriver de fâcheux dans un espace si court, qu'il prenait la liberté de les avertir qu'une si grande crédulité pour de petites fées faisait tort à la majesté royale. Enfin, il harangua si bien qu'il eut le don de persuader. On pleura avec lui, se représentant le triste état où le jeune prince était réduit. Et puis, on lui dit qu'il fallait quelques jours pour se déterminer et lui répondre. Il repartit qu'il ne pouvait donner que quelques heures, que son maître était à l'extrémité, qu'il s'imaginait que la princesse le haïssait et que c'était elle qui retardait son voyage. On l'assura donc que le soir, il saurait ce qu'on pouvait faire. La reine courut au palais de sa chère fille et lui conta tout ce qui se passait. Désirée sentit alors une douleur sans pareille. Son cœur se serra, elle s'évanouit, et la reine connut les sentiments qu'elle avait pour le prince. « Ne vous affligez point, ma chère enfant, lui dit-elle. Vous pouvez tout pour sa guérison. Je ne suis inquiète que pour les menaces que la fée de la fontaine fit à votre naissance. »« Je me flatte, madame, répliqua-t-elle, qu'en prenant quelques mesures nous tromperons la méchante fée. Par exemple, ne pourrais-je pas aller dans un carrosse tout fermé, où je ne verrai point le jour? On l'ouvrirait la nuit pour nous donner à manger. Ainsi j'arriverai heureusement chez le prince guerrier. » La reine goûta beaucoup cet expédient. Elle en fit part au roi qui l'approuva aussi, de sorte qu'on envoya dire à Bécafigue de venir promptement, et il reçut des assurances certaines que la princesse partirait au plus tôt, ainsi qu'il n'avait qu'à s'en retourner pour donner cette bonne nouvelle à son maître, et que pour se hâter davantage, on négligerait de lui faire l'équipage et les riches habits qui convenaient à son rang. L'ambassadeur, transporté de joie, se jeta encore aux pieds de leur majesté pour les remercier. Il partit ensuite sans avoir vu la princesse. La séparation du roi et de la reine lui aurait semblé insupportable si elle avait été moins prévenue en faveur du prince. Mais il est de certains sentiments qui étouffent presque tous les autres. On lui fit un carrosse de velours vert par dehors, orné de grandes plaques d'or, et par-dedans de brocart argent et couleur de rose rebrodée. Il n'y avait aucune glace. Il était fort grand, il fermait mieux qu'une boîte, et un seigneur des premiers du royaume fut chargé des clés qui ouvraient les serrures qu'on avait mis aux portières. Autour d'elle on voyait les grâces, les rises, les plaisirs et les jeux, et les amours respectueux empressés à suivre ses traces. Elle avait l'air majestueux, avec une douceur céleste. Elle s'attirait tous les vœux, sans compter ici tout le reste. Elle avait les mêmes attraits que fit briller Adélaïde, quand l'hymen lui servant de guide, elle vint dans ces lieux pour cimenter la paix. L'on nomma peu d'officiers pour l'accompagner, afin qu'une nombreuse suite n'embarrassât point. Et après lui avoir donné les plus belles pierreries du monde et quelques habits très riches, après, dis-je, des adieux qui pensèrent faire étouffer le roi, la reine et toute la cour, à force de pleurer, on l'enferma dans le carrosse sombre avec sa dame d'honneur, Longue Épine et Giroflée. On a peut-être oublié que Longue Épine n'aimait point la princesse Désirée, mais elle aimait fort le prince guerrier, car elle avait vu son portrait parlant. Le trait qui l'avait blessée était si vif qu'étant sur le point de partir, elle dit à sa mère qu'elle mourrait si le mariage de la princesse s'accomplissait, et que si elle voulait la conserver, il fallait absolument qu'elle trouvât un moyen de rompre cette affaire. La dame d'honneur lui dit de ne se point affliger, qu'elle tâcherait de remédier à sa peine en la rendant heureuse. Lorsque la reine envoya sa chère enfant, elle la recommanda, au-delà de tout ce qu'on peut dire, à cette mauvaise femme. « Quel dépôt ne vous confiai-je pas, lui dit-elle, c'est plus que ma vie. Prenez soin de la santé de ma fille, mais surtout, soyez soigneusement d'empêcher qu'elle ne voie le jour. Tout serait perdu. Vous savez de quel mot elle est menacée, et je suis convenu avec l'ambassadeur du prince guerrier que, jusqu'à ce qu'elle ait 15 ans, on la mettrait dans un château où elle ne verra aucune lumière que celle des bougies. » La reine combla cette dame de présents pour l'engager à une plus grande exactitude. Elle lui promit de veiller à la conservation de la princesse
et de lui en rendre bon compte aussitôt qu'elle serait arrivée. Ainsi le roi et la reine, se reposant sur ses soins, n'eurent point d'inquiétude pour leur chère fille. Cela servit en quelque façon à modérer la douleur que son éloignement leur causait. Mais Longue Épine, qui apprenait tous les soirs, par les officiers de la princesse qui ouvraient le carrosse pour lui servir à souper, que l'on approchait de la ville où elles étaient attendues, pressait sa mère d'exécuter son dessein, craignant que le roi et la princesse ne vinssent au-devant d'elle, et qu'il ne fût plus temps. De sorte qu'environ l'heure de midi, où le soleil darde ses rayons avec force, elle coupa tout d'un coup l'impériale du carrosse où elles étaient enfermées, avec un grand couteau fait exprès qu'elle avait apporté. Alors pour la première fois la princesse Désirée vit le jour. À peine l'eut-elle regardé et poussé un grand soupir, qu'elle se précipita du carrosse sous la forme d'une biche blanche et se mit à courir jusqu'à la forêt prochaine, où elle s'enfonça dans un lieu sombre pour y regretter, sans témoin, la charmante figure qu'elle venait de perdre. La fée de la fontaine qui conduisait cette étrange aventure, voyant que tous ceux qui accompagnaient la princesse se mettaient en devoir, les uns de la suivre et les autres d'aller à la ville pour avertir le prince guerrier du malheur qui venait d'arriver, sembla aussitôt bouleverser la nature. Les éclairs et le tonnerre effrayèrent les plus assurés, et par son merveilleux savoir, elle transporta tous ces gens fort loin, afin de les éloigner du lieu où leur présence lui déplaisait. Il ne resta que la dame d'honneur, Longue Épine et Giroflée. Celle-ci courut après sa maîtresse, faisant retentir les bois et les rochers de son nom et de ses plaintes. Les deux autres, ravies d'être en liberté, ne perdirent pas un moment à faire ce qu'elles avaient projeté. Longue Épine mit les plus riches habits de Désirée. Le manteau royal, qui avait été fait pour ses noces, était d'une richesse sans pareille, et la couronne avait des diamants 2 ou 3 fois gros comme le poing. Son sceptre était d'un seul rubis. Le globe qu'elle tenait dans l'autre main, d'une perle plus grosse que la tête. Cela était rare et très lourd à porter. Mais il fallait persuader qu'elle était la princesse et ne rien négliger de tous les ornements royaux. En cet équipage, Longue Épine, suivie de sa mère, qui portait la queue de son manteau, s'achemine vers la ville. Cette fausse princesse marchait gravement. Elle ne doutait pas que l'on ne vînt les recevoir. Et, en effet, elles n'étaient guère avancées quand elles aperçurent un gros de cavalerie, et au milieu, 2 litières brillantes d'or et de pierreries, portées par des mulets ornés de longs panaches de plumes vertes. C'était la couleur favorite de la princesse. Le roi, qui était dans l'une, et le prince malade dans l'autre, ne savaient que juger de ces dames qui venaient à eux. Les plus empressés galopèrent vers elles, et jugèrent par la magnificence de leurs habits qu'elles devaient être des personnes de distinction. Ils mirent pied à terre, et les abordèrent respectueusement. « Obligez-moi de m'apprendre, leur dit Longue Épine, qui est dans ces litières. » « Mesdames, répliquèrent-ils, c'est le roi et le prince, son fils, qui viennent au-devant de la princesse Désirée. »« Allez, je vous prie, leur dire, continua-t-elle, que la voici. Une fée jalouse de mon bonheur a dispersé tous ceux qui m'accompagnaient par une centaine de coups de tonnerre, d'éclairs et de prodiges surprenants. Mais voici madame d'honneur, qui est chargée des lettres du roi, mon père, et de mes pierreries. » Aussitôt ces cavaliers lui baisèrent le bas de sa robe, et furent en diligence annoncer au roi que la princesse approchait. « Comment » s'écria-t-il. « Elle vient à pied en plein jour ?» Ils lui racontèrent ce qu'elle avait dit. Le prince, brûlant d'impatience, « Avouez, leur dit-il, que c'est un prodige de beauté, un miracle, une princesse tout accomplie. » Ils ne répondirent rien et surprirent le prince. « Pour avoir trop à louer, continua-t-il, vous aimez mieux vous taire. »« Seigneur, vous l'allez voir, lui dit le plus hardi d'entre eux. Apparemment la fatigue du voyage l'a changé. » Le prince demeura surpris. S'il avait été moins faible, il se serait précipité de la litière pour satisfaire son impatience et sa curiosité. Le roi descendit de la sienne, et, s'avançant avec toute la cour, il joignit la fausse princesse. Mais aussitôt qu'il eut jeté les yeux sur elle, il poussa un grand cri
et, reculant quelques pas, « Que vois-je » dit-il. « Quelle perfidie !»« Sire, » dit la dame d'honneur en s'avançant hardiment, « voici la princesse Désirée, avec les lettres du roi et de la reine. Je remets aussi entre vos mains la cassette de pierreries dont ils me chargèrent en partant. » Le roi gardait à tout cela un morne silence, et le prince, s'appuyant sur Bécafigue, s'approcha de Longue Épine. Ô Dieu! Que devint-il après avoir considéré cette fille dont la taille extraordinaire faisait peur? Elle était si grande que les habits de la princesse lui couvraient à peine les genoux. Sa maigreur affreuse, son nez plus crochu que celui d'un perroquet, brillait d'un rouge luisant. Il n'a jamais été de dents plus noires et plus mal rangées. Enfin, elle était aussi laide que Désirée était belle. Le prince, qui n'était occupé que de la charmante idée de sa princesse, demeura transi et comme immobile à la vue de celle-ci. Il n'avait pas la force de proférer une parole. Il la regardait avec étonnement, et s'adressant ensuite au roi, « Je suis trahi, dit-il. Ce merveilleux portrait sur lequel j'engageais ma liberté n'a rien de la personne qu'on nous envoie. On a cherché à nous tromper. L'on y a réussi. Il m'en coûtera la vie. » « Comment l'entendez-vous, seigneur ?» dit Longue Épine. « L'on a cherché à vous tromper? Sachez que vous ne le serez jamais en m'épousant. » Son effronterie et sa fierté n'avaient pas d'exemple. La dame d'honneur renchérissait encore par-dessus. « Ah, ma belle princesse, s'écriait-elle, où sommes-nous venus? Est-ce ainsi que l'on reçoit une personne de votre rang? Quelle inconstance, quel procédé! Le roi, votre père, en saura bien tirer raison. »« C'est nous qui le ferons faire, » répliqua le roi. « Il nous avait promis une belle princesse, il nous envoie un squelette, une momie qui fait peur. Je ne m'étonne plus qu'il ait gardé ce beau trésor caché pendant 15 ans. Il voulait attraper quelque dupe. C'est sur nous que le sort a tombé, mais il n'est pas impossible de s'en venger. »« Quels outrages !» s'écria la fausse princesse. « Ne suis-je pas bien malheureuse d'être venue sur la parole de tels gens? Voyez que l'on a grand tort de s'être fait peindre un peu plus belle que l'on est. Cela n'arrive-t-il pas tous les jours? Si pour tels inconvénients les princes renvoyaient leurs princesses, peu se marieraient. » Le roi et le prince, transportés de colère, ne daignèrent pas lui répondre. Ils remontèrent chacun dans leur litière, et, sans autre cérémonie, un garde du corps mit la princesse en trousse derrière lui, et la dame d'honneur fut traitée de même. On les mena dans la ville. Par ordre du roi, elles furent enfermées dans le château de Trois-Pointes. Le prince guerrier avait été si accablé du coup qui venait de le frapper, que son affliction s'était toute renfermée dans son cœur. Quand il eut assez de force pour se plaindre, que ne dit-il pas sur sa cruelle destinée? Il était toujours amoureux, et n'avait pour tout objet de sa passion qu'un portrait. Ses espérances ne subsistaient plus. Toutes les idées si charmantes qu'il s'était faites sur la princesse Désirée se trouvaient échouées. Il aurait mieux aimé mourir que d'épouser celle qu'il prenait pour elle. Enfin, jamais désespoir ne fut égal au sien. Il ne pouvait plus souffrir la cour, et il résolut, dès que sa santé put lui permettre, de s'en aller secrètement et de se rendre dans quelque lieu solitaire pour y passer le reste de sa triste vie. Il ne communiqua son dessein qu'au fidèle Bécafigue. Il était bien persuadé qu'il le suivrait partout, et il le choisit pour parler avec lui plus souvent qu'avec un autre du mauvais tour qu'on lui avait joué. À peine commença-t-il à se porter mieux, qu'il partit et laissa une grande lettre pour le roi sur la table de son cabinet, l'assurant qu'aussitôt que son esprit serait un peu tranquillisé, il reviendrait auprès de lui, mais qu'il le suppliait, en attendant, de penser à leur commune vengeance, et de retenir toujours la laide prisonnière. Il est aisé de juger de la douleur qu'eut le roi lorsqu'il reçut cette lettre. La séparation d'un fils si cher pensa le faire mourir. Pendant que tout le monde était occupé à le consoler, le prince et Bécafigue s'éloignaient, et au bout de 3 jours ils se trouvèrent dans une vaste forêt, si sombre par l'épaisseur des arbres, si agréable par la fraîcheur de l'herbe et des ruisseaux qui coulaient de tous côtés, que le prince, fatigué de la longueur du chemin, car il était encore malade, descendit de cheval et se jeta tristement sur la terre, sa main sous sa tête, ne pouvant presque parler tant il était faible.
Seigneur, dit Bécafigue, pendant que vous allez vous reposer, je vais chercher quelques fruits pour vous rafraîchir et reconnaître un peu le lieu où nous sommes. Le prince ne lui répondit rien. Il lui témoigna seulement par un signe qu'il le pouvait. Il y a longtemps que nous avons laissé la biche au bois, et je veux parler de l'incomparable princesse. Elle pleura en biche désolée lorsqu'elle vit sa figure dans une fontaine qui lui servait de miroir. « Quoi? C'est moi ?» disait-elle. « C'est aujourd'hui que je me trouve réduite à subir la plus étrange aventure qui puisse arriver du règne des fées à une innocente princesse telle que je suis. Combien durera ma métamorphose? Où me retirer pour que les lions, les ours et les loups ne me dévorent point? Comment pourrais-je manger de l'herbe? » Enfin, elle se faisait 1000 questions et ressentait la plus cruelle douleur qu'il est possible. Il est vrai que, si quelque chose pouvait la consoler, c'est qu'elle était une aussi belle biche qu'elle avait été belle princesse. La faim pressant désirée, elle brouta l'herbe de bon appétit et demeura surprise que cela pût être. Ensuite, elle se coucha sur la mousse. La nuit la surprit, elle la passa avec des frayeurs inconcevables. Elle entendait les bêtes féroces proches d'elle, et souvent, oubliant qu'elle était biche, elle essayait de grimper sur un arbre. La clarté du jour la rassura un peu, elle admirait sa beauté, et le soleil lui paraissait quelque chose de si merveilleux qu'elle ne se lassait point de le regarder. Tout ce qu'elle en avait entendu dire lui semblait fort au-dessous de ce qu'elle voyait. C'était l'unique consolation qu'elle pouvait trouver dans un lieu si désert. Elle y resta toute seule pendant plusieurs jours. La fée Tulipe, qui avait toujours aimé cette princesse, ressentait vivement son malheur. Mais elle avait un véritable dépit que la reine et elle eussent fait si peu de cas de ses avis, car elle leur dit plusieurs fois que si la princesse partait avant que d'avoir 15 ans, elle s'en trouverait mal. Cependant, elle ne voulait point l'abandonner aux furies de la fée de la fontaine, et ce fut elle qui conduisit les pas de Giroflée vers la forêt, afin que cette fidèle confidente pût la consoler dans sa disgrâce. Cette belle biche passait doucement le long d'un ruisseau, quand Giroflée, qui ne pouvait presque marcher, se coucha pour se reposer. Elle rêvait tristement de quel côté elle pourrait aller pour trouver sa chère princesse. Lorsque la biche l'aperçut, elle franchit tout d'un coup le ruisseau, qui était large et profond. Elle vint se jeter sur Giroflée et lui faire 1000 caresses. Elle en demeura surprise. Elle ne savait si les bêtes de ce canton avaient quelque amitié particulière pour les hommes qui les rendit humaines, ou si elle la connaissait. Car enfin, il était fort singulier qu'une biche s'avisât de faire si bien les honneurs de la forêt. Elle la regarda attentivement, et vit avec une extrême surprise de grosses larmes qui coulaient de ses yeux. Elle ne douta plus que ce fût sa chère princesse. Elle prit ses pieds, elle les baisa avec autant de respect et de tendresse qu'elle lui avait baisé ses mains. Elle lui parla, et connut que la biche l'entendait, bien qu'elle ne pouvait lui répondre. Les larmes et les soupirs redoublèrent de part et d'autre. Giroflée promit à sa maîtresse qu'elle ne la quitterait point. La biche lui fit 1000 petits signes de la tête et des yeux qui marquaient qu'elle en serait très aise et qu'elle la consolerait d'une partie de ses peines. Elles étaient demeurées presque tout le jour ensemble, et Bichette eut peur que sa fidèle Giroflée n'eût besoin de manger. Elle la conduisit dans un endroit de la forêt où elle avait remarqué des fruits sauvages qui ne laissaient pas d'être bons. Elle en prit quantité, car elle mourait de faim, mais après que sa collation fut finie, elle tomba dans une grande inquiétude, ne sachant où elle se retirerait pour dormir. Car, de rester au milieu de la forêt, exposée à tous les périls qu'elle pouvait courir, il n'était pas possible de s'y résoudre. « N'êtes-vous point effrayée, charmante biche, lui dit-elle, de passer la nuit ici ?» La biche leva les yeux vers le ciel et soupira. « Mais, continua Giroflée, vous avez parcouru déjà une partie de cette vaste solitude. N'y a-t-il point de maisonnette, un charbonnier, un bûcheron, un ermitage ?» La biche marqua par les mouvements de sa tête qu'elle n'avait rien vu. « Oh Dieu !» s'écria Giroflée, « je ne serai pas en vie demain. Quand j'aurai le bonheur d'éviter les tigres et les ours, je suis certaine que la peur suffit pour me tuer. Et ne croyez pas au reste, ma chère princesse, que je regrette la vie par rapport à moi.
Je la regrette par rapport à vous. Hélas, vous laissez dans ces lieux dépourvus de toute consolation. Se peut-il rien de plus triste? La petite biche se prit à pleurer. Elle sanglotait presque comme une personne. Ses larmes touchèrent la fée Tulipe, qui l'aimait tendrement. Malgré sa désobéissance, elle avait toujours veillé à sa conservation. Et, paraissant tout d'un coup, « Je ne veux point vous gronder, lui dit-elle. L'état où je vous vois me fait trop de peine. » Bichette et Giroflée l'interrompaient en se jetant à ses genoux. La première lui baisait les mains et la caressait le plus joliment du monde. L'autre la conjurait d'avoir pitié de la princesse et de lui rendre sa figure naturelle. « Cela ne dépend pas de moi, » dit Tulipe. « Celle qui lui fait tant de mal a beaucoup de pouvoir. Mais j'accourcirai le temps de sa pénitence. Et pour l'adoucir, aussitôt que le jour laissera sa place à la nuit, elle quittera sa forme de biche. Mais à peine l'aurore paraîtra-t-elle qu'il faudra qu'elle la reprenne, et qu'elle court les plaines et les forêts comme les autres. » C'était déjà beaucoup de cesser d'être biche pendant la nuit. La princesse témoigna sa joie par des sauts et des bonds qui réjouirent Tulipe. « Avancez-vous, leur dit-elle. Dans ce petit sentier, vous y trouverez une cabane assez propre pour un endroit champêtre. » En achevant ces mots, elle disparut. Giroflée obéit. Elle entra avec Bichette dans la route qu'elle voyait, et trouvèrent une vieille femme assise sur le pas de sa porte, qui achevait un panier d'osier fin. Et Giroflée la salua. « Voudriez-vous, ma bonne mère, lui dit-elle, me retirer avec ma biche? Il me faudrait une petite chambre. »« Oui, ma belle fille, répondit-elle, je vous donnerai volontiers une retraite ici. Entrez avec votre biche. » Elle les mena aussitôt dans une chambre très jolie, toute boisée de merisier. Il y avait 2 lits de toile blanche, des draps fins, et tout paraissait si simple et si propre que la princesse a dit depuis qu'elle n'avait rien trouvé de plus à son gré. Dès que la nuit fut entièrement venue, Désirée cessa d'être biche. Elle embrassa 100 fois sa chère Giroflée. Elle la remercia de l'affection qui l'engageait à suivre sa fortune, et lui promit qu'elle rendrait la sienne très heureuse dès que sa pénitence serait finie. La vieille vint frapper doucement à la porte, et, sans entrer, elle donna des fruits excellents à Giroflée, dont la princesse mangea avec grand appétit. Ensuite elles se couchèrent. Et sitôt que le jour parut, Désirée, étant redevenue biche, se mit à gratter la porte afin que Giroflée lui ouvrît. Elles se témoignèrent un sensible regret de se séparer, quoique ce ne fût pas pour longtemps, et Bichette s'étant élancée dans le plus épais des bois, elle commença d'y courir à son ordinaire. J'ai déjà dit que le prince guerrier s'était arrêté dans la forêt, et que Bec-à-Figue la parcourait pour trouver quelques fruits. Il était assez tard lorsqu'il se rendit à la maisonnette de la bonne vieille dont j'ai parlé. Il lui parla civilement, et lui demanda les choses dont il avait besoin pour son maître. Elle se hâta d'emplir une corbeille et la lui donna. « Je crains, dit-elle, que si vous passez la nuit ici sans retraite, il ne vous arrive quelque accident. Je vous en offre une bien pauvre, mais au moins elle met à l'abri des lions. » Il la remercia, et lui dit qu'il était avec un de ses amis, qu'il allait lui proposer de venir chez elle. En effet, il sut si bien persuader la princesse qu'il se laissa conduire chez cette bonne femme. Elle était encore à sa porte, et sans faire aucun bruit, elle les mena dans une chambre semblable à celle que la princesse occupait, si proches l'une de l'autre qu'elles n'étaient séparées que par une cloison. Le prince passa la nuit avec ses inquiétudes ordinaires. Dès que les premiers rayons du soleil eurent brillé à ses fenêtres, il se leva, et pour divertir sa tristesse, il sortit dans la forêt, disant à Bec-à-Figue de ne point venir avec lui. Il marcha longtemps sans tenir aucune route certaine. Enfin il arriva dans un lieu assez spacieux, couvert d'arbres et de mousse. Aussitôt une biche en partit. Il ne put s'empêcher de la suivre. Son penchant dominant était pour la chasse, mais il n'était pas si vif depuis la passion qu'il avait dans le cœur. Malgré cela, il poursuivit la pauvre biche, et de temps en temps il lui décochait des traits qui la faisaient mourir de peur, quoiqu'elle n'en fût pas blessée. Car son ami Tulipe la garantissait, et il ne fallait pas moins que la main secourable d'une fée pour la préserver de périr sous des coups si justes. On n'a jamais été si lasse que l'était la princesse des biches. L'exercice qu'elle faisait lui était bien nouveau. Enfin elle se détourna à un sentier si heureusement
que le dangereux chasseur, la perdant de vue et se trouvant lui-même extrêmement fatigué, ne s'obstina pas à la suivre. Le jour s'étant passé de cette manière, la biche vit avec joie l'heure de se retirer. Elle tourna ses pas vers la maison où Giroflée l'attendait impatiemment. Dès qu'elle fut dans sa chambre, elle se jeta sur le lit, haletante. Elle était toute en nage. Giroflée lui fit 1000 caresses. Elle mourait d'envie de savoir ce qui lui était arrivé. L'heure de se débichonner étant arrivée, la belle princesse reprit sa forme ordinaire, jetant les bras au cou de sa favorite. « Hélas, lui dit-elle, je croyais n'avoir à craindre que la fée de la fontaine et les cruelles hôtes des forêts, mais j'ai été poursuivie aujourd'hui par un jeune chasseur, que j'ai vu à peine, tant j'étais pressé de fuir. 1000 traits décochés après moi me menaçaient d'une mort inévitable. J'ignore encore par quel bonheur j'ai pu m'en sauver. »« Il ne faut plus sortir, ma princesse, » répliqua Giroflée. « Passez dans cette chambre le temps fatal de votre pénitence. J'irai dans la ville la plus proche, acheter des livres pour vous divertir. Nous lirons les contes nouveaux que l'on a faits sur les fées. Nous ferons des vers et des chansons. »« Tais-toi, ma chère fille, reprit la princesse. La charmante idée du prince guerrier suffit pour m'occuper agréablement. Mais le même pouvoir qui me réduit pendant le jour à la triste condition de biche me force malgré moi de faire ce qu'elles font. Je cours, je saute et je mange l'herbe comme elles. Dans ce temps-là, une chambre me serait insupportable. » Elle était si harassée de la chasse qu'elle demanda promptement à manger. Ensuite ses beaux yeux se fermèrent jusqu'au lever de l'aurore. Dès qu'elle l'aperçut, la métamorphose ordinaire se fit, et elle retourna dans la forêt. Le prince, de son côté, était venu sur le soir rejoindre son favori. « J'ai passé le temps, lui dit-il, à courir après la plus belle biche que j'ai jamais vue. Elle m'a trompé 100 fois avec une adresse merveilleuse. Et j'ai tiré si juste que je ne comprends point comment elle a évité mes coups. Aussitôt qu'il fera jour, j'irai la chercher encore, et ne la manquerai point. » En effet, ce jeune prince qui voulait éloigner de son cœur une idée qu'il croyait chimérique, n'étant pas fâché que la passion de la chasse l'occupât, se rendit de bonne heure dans le même endroit où il avait trouvé la biche. Mais elle se garda bien d'y aller, craignant une aventure semblable à celle qu'elle avait eue. Il jeta les yeux de tous côtés, il marcha longtemps, et comme il s'était échauffé, il fut ravi de trouver des pommes dont la couleur lui fit plaisir. Il en cueillit, il en mangea, et presque aussitôt il s'endormit d'un profond sommeil. Il se jeta sur l'herbe fraîche sous des arbres, où 1000 oiseaux semblaient s'être donné rendez-vous. Dans le temps qu'il dormait, notre craintive biche, avide des lieux écartés, passa dans celui où il était. Si elle l'avait aperçu plus tôt, elle l'aurait fui, mais elle se trouva si proche de lui qu'elle ne put s'empêcher de le regarder, et son assoupissement la rassura si bien qu'elle se donna le loisir de considérer tous ses traits. Ô Dieu! Que devint-elle quand elle le reconnut? Son esprit était trop rempli de sa charmante idée pour l'avoir perdue en si peu de temps. Amour, amour, que veux-tu donc? Faut-il que Bichette s'expose à perdre la vie par les mains de son amant? Oui, elle s'y expose. Il n'y a plus moyen de songer à sa sûreté. Elle se coucha à quelques pas de lui, et ses yeux ravis de le voir ne pouvaient s'en détourner un moment. Elle soupirait, poussait de petits gémissements. Enfin, plus hardie, elle s'approcha encore davantage. Elle le touchait lorsqu'il s'éveilla. Sa surprise parut extrême. Il reconnut la même biche qui lui avait donné tant d'exercice et qu'il avait cherché longtemps. Mais la trouver si familière lui paraissait une chose rare. Elle n'attendit pas qu'il eût essayé de la prendre. Elle s'enfuit de toute sa force, et il la suivit de toute la sienne. De temps en temps, il s'arrêtait pour reprendre haleine, car la belle biche était encore lasse d'avoir couru la veille, et le prince ne l'était pas moins qu'elle. Mais ce qui ralentissait le plus la fuite de Bichette, hélas, faut-il le dire, c'était la peine de s'éloigner de celui qui l'avait plus blessée par mérite que par les traits qu'il tirait sur elle. Il la voyait très souvent qui tournait la tête sur lui, comme pour lui demander s'il voulait qu'elle pérît sous ses coups. Et lorsqu'il était sur le point de la joindre, elle faisait de nouveaux efforts pour se sauver. « Ah, si tu pouvais m'entendre, petite biche, lui criait-il, tu ne m'éviterais pas. Je t'aime, je te veux nourrir, tu es charmante, j'aurai soin de toi. » L'air emportait ses paroles. Elle n'allait point jusqu'à elle. Enfin,
Après avoir fait tout le tour de la forêt, notre biche, ne pouvant plus courir, ralentit ses pas, et le prince, redoublant les siens, la joignit avec une joie dont il ne croyait plus être capable. Il vit bien qu'elle avait perdu toutes ses forces. Elle était couchée comme une pauvre petite bête demi-morte, et elle n'attendait que de voir finir sa vie par les mains de son vainqueur. Mais au lieu de lui être cruel, il se mit à la caresser. « Belle biche, lui dit-il, n'aie point de peur, je veux t'emmener avec moi et que tu me suives partout. » Il coupa exprès des branches d'arbres, il les plia adroitement, il les couvrit de mousse, il y jeta des roses dont quelques buissons étaient chargés. Ensuite, il prit la biche entre ses bras, il appuya sa tête sur son cou et vint la coucher doucement sur ses ramets. Puis il s'assit auprès d'elle, cherchant de temps en temps des herbes fines qu'il lui présentait et qu'elle mangeait dans sa main. Le prince continuait de lui parler, quoiqu'il fût persuadé qu'elle ne l'entendait pas. Cependant, quelque plaisir qu'elle eût de le voir, elle s'inquiétait, parce que la nuit s'approchait. Que serait-ce, disait-elle en elle-même, s'il me voyait changer tout d'un coup de forme? Il serait effrayé et me fuirait. Ou, s'il ne me fuyait pas, que n'aurais-je pas à craindre ainsi seule dans la forêt? Elle ne faisait que penser de quelle manière elle pourrait se sauver lorsqu'il lui en fournit le moyen. Car, ayant peur qu'elle eût besoin de boire, il alla voir où il pourrait trouver quelque ruisseau afin de l'y conduire. Pendant qu'il cherchait, elle se déroba promptement et vint à la maisonnette où Giroflée l'attendait. Elle se jeta encore sur son lit. La nuit vint, sa métamorphose cessa, elle lui apprit son aventure. « Le croirais-tu, ma chère, lui dit-elle, mon prince guerrier est dans cette forêt. C'est lui qui m'a chassée depuis 2 jours, et qui, m'ayant prise, m'a fait 1000 caresses. Ah, que le portrait qu'on m'en apporta est peu fidèle. Il est 100 fois mieux fait. Tout le désordre où l'on voit les chasseurs ne dérobe à rien à sa bonne mine et lui conserve des agréments que je ne saurais exprimer. Ne suis-je pas bien malheureuse d'être obligée de fuir ce prince, lui qui m'est destiné par mes plus proches, lui qui m'aime et que j'aime? Il faut qu'une méchante fée me prenne en aversion le jour de ma naissance et trouble tous ceux de ma vie. » Elle se prit à pleurer. Giroflée la consola et lui fit espérer que dans quelque temps ses peines seraient changées en plaisir. Le prince revint vers sa chère biche dès qu'il eut trouvé une fontaine, mais elle n'était plus au lieu où il l'avait laissée. Il la chercha inutilement partout et sentit autant de chagrin contre elle que si elle avait dû avoir de la raison. « Quoi ?» s'écria-t-il. « Je n'aurai donc jamais que des sujets de me plaindre de ce sexe trompeur et infidèle ?» Il retourna chez la bonne vieille, plein de mélancolie. Il conta à son confident l'aventure de Bichette et l'accusa d'ingratitude. Bécafigue ne put s'empêcher de sourire de la colère du prince. Il lui conseilla de punir la biche quand il la rencontrerait. « Je ne reste plus ici que pour cela, répondit le prince. Ensuite nous partirons pour aller plus loin. Le jour revint, et avec lui, la princesse reprit sa figure de biche blanche. Elle ne savait à quoi se résoudre, ou d'aller dans les mêmes lieux que le prince parcourait ordinairement, ou de prendre une route tout opposée pour l'éviter. Elle choisit ce dernier parti et s'éloigna beaucoup. Mais le jeune prince, qui était aussi fin qu'elle, en usa tout de même, croyant bien qu'elle aurait cette petite ruse. De sorte qu'il la découvrit dans le plus épais de la forêt. Elle s'y trouvait en sûreté lorsqu'elle l'aperçut. Aussitôt elle bondit, elle saute par-dessus les buissons, et comme si elle l'eût appréhendé davantage, à cause du tour qu'elle lui avait fait le soir, elle fuit plus légère que les vents. Mais, dans le moment qu'elle traversait un sentier, ils la mirent si bien qu'il lui enfonce une flèche dans la jambe. Elle sentit une douleur violente, et n'ayant plus assez de force pour fuir, elle se laissa tomber. Amour cruel et barbare, où étais-tu donc? Quoi? Tu laisses blesser une fille incomparable par son tendre amant? Cette triste catastrophe était inévitable, car la fée de la fontaine y avait attaché la fin de l'aventure. Le prince s'approcha, il eut un sensible regret de voir couler le sang de la biche. Il prit des herbes, il les lia sur sa jambe pour la soulager, et lui fit un nouveau lit de ramets. Il tenait la tête de Bichette appuyée sur ses genoux. « N'es-tu pas cause, petite volage, lui disait-il,
de ce qui t'est arrivé? Que t'avais-je fait hier pour m'abandonner? Il n'en sera pas aujourd'hui de même. Je t'emporterai. La biche ne répondit rien. Qu'aurait-elle dit? Elle avait tort et ne pouvait parler. Car ce n'est pas toujours une conséquence que ceux qui ont tort se taisent. Le prince lui faisait 1000 caresses. Que je souffre de t'avoir blessé, lui disait-il. Tu me haïras, et je veux que tu m'aimes. Il semblait, à l'entendre, qu'un secret génie lui inspirait tout ce qu'il disait à Bichette. Enfin l'heure de revenir chez sa vieille hôtesse s'approchait. Il se chargea de sa chasse, et n'était pas médiocrement embarrassé à la porter, à la mener, et quelquefois à la traîner. Elle n'avait aucune envie d'aller avec lui. « Qu'est-ce que je vais devenir ?» disait-elle. « Quoi? Je me trouverai toute seule avec ce prince. Ah, mourons plutôt !» Et elle faisait la perçante et l'accablait. Il était tout en eau de tant de fatigue, et quoiqu'il n'eût pas loin pour se rendre à la petite maison, il sentait bien que, sans quelque secours, il n'y pourrait arriver. Il alla quérir son fidèle bec à figue, mais avant que de quitter sa proie, il l'attacha avec plusieurs rubans au pied d'un arbre, dans la crainte qu'elle ne s'enfuît. Hélas! Qui aurait pu penser que la plus belle princesse du monde serait un jour traitée ainsi par un prince qui l'adorait? Elle essaya inutilement d'arracher les rubans, ses efforts les nouèrent plus serrés, et elle était prête de s'étrangler avec un nœud coulant qu'il avait malheureusement fait, lorsque Giroflée, las d'être toujours enfermé dans sa chambre, sortit pour prendre l'air et passa dans le lieu où était la biche blanche qui se débattait. Que devint-elle quand elle aperçut sa chère maîtresse? Elle ne pouvait se hâter assez de la défaire. Les rubans étaient noués par différents endroits. Enfin le prince arriva avec Bécafigue, comme elle allait emmener la biche. « Quelque respect que j'ai pour vous, madame, lui dit le prince, permettez-moi de m'opposer au larcin que vous voulez me faire. J'ai blessé cette biche, elle est à moi, je l'aime, je vous supplie de m'en laisser le maître. »« Seigneur, répliqua civilement Giroflée, car elle était bien faite et gracieuse. La biche que voici est à moi avant que d'être à vous. Je renoncerai aussitôt à ma vie qu'à elle. Et si vous voulez voir comme elle me connaît, je ne vous demande que de lui donner un peu de liberté. Allons, ma petite Blanche, dit-elle, embrassez-moi. Bichette se jeta à son cou. Baisez-moi la joue droite. Elle obéit. Touchez mon cœur. Elle y porta le pied. Soupirez. Elle soupira. Il ne fut plus permis au prince de douter de ce que Giroflée lui disait. Je vous la rends, lui dit-il honnêtement, mais j'avoue que ce n'est pas sans chagrin. Elle s'en alla aussitôt avec sa biche. Elles ignoraient que le prince demeurait dans leur maison. Il les suivit d'assez loin, et demeura surpris de les voir entrer chez la vieille bonne femme. Il s'y rendit fort peu après elle, et poussé d'un mouvement de curiosité dont Biche Blanche était cause, il lui demanda qui était cette jeune personne. Elle répliqua qu'elle ne la connaissait pas, qu'elle l'avait reçue chez elle avec sa biche, qu'elle la payait bien, et qu'elle vivait dans une grande solitude. Bécafigue s'informa en quel lieu était sa chambre. Elle lui dit que c'était si proche de la sienne qu'elle n'était séparée que par une cloison. Lorsque le prince fut retiré, son confident lui dit qu'il était le plus trompé des hommes, ou que cette fille avait demeuré avec la princesse désirée, qu'il l'avait vue au palais, quand il y était allé en ambassade. « Quel funeste souvenir me rappelez-vous » lui dit le prince. « Et par quel hasard serait-elle ici ?»« C'est ce que j'ignore, seigneur, » ajouta Bécafigue. « Mais j'ai envie de la voir encore, et puisqu'une simple menuiserie nous sépare, j'y vais faire un trou. »« Voilà une curiosité bien inutile, » dit le prince tristement, car les paroles de Bécafigue avaient renouvelé toutes ses douleurs. En effet, il ouvrit sa fenêtre, qui regardait dans la forêt, et se mit à rêver. Cependant Bécafigue travaillait, et il eut bientôt fait un assez grand trou pour voir la charmante princesse vêtue d'une robe de brocart d'argent, mêlée de quelques fleurs incarnates brodées d'or avec des émeraudes. Ses cheveux tombaient par grosses boucles sur la plus belle gorge du monde. Son teint brillait des plus vives couleurs, et ses yeux ravissaient. Giroflée était à genoux devant elle, qui lui bandait le bras, dont le sang coulait avec abondance. Elles paraissaient toutes deux assez embarrassées de cette blessure. « Laisse-moi mourir, disait la princesse.
la mort me sera plus douce que la déplorable vie que je mène. Oui, être biche tout le jour, voir celui à qui je suis destiné sans lui parler, sans lui apprendre ma fatale aventure. Hélas, si tu savais tout ce qu'il m'a dit de touchant sous ma métamorphose, quel ton de voix il a, quelle manière noble et engageante. Tu me plaindrais encore plus que tu ne fais de n'être point en état de l'éclaircir de ma destinée. L'on peut assez juger de l'étonnement de Bécafigue par tout ce qu'il venait de voir et d'entendre. Il courut vers le prince, il l'arracha de la fenêtre avec des transports de joie inexprimables. « Ah, seigneur, lui dit-il, ne différez pas de vous approcher de cette cloison, vous verrez le véritable original du portrait qui vous a charmé. » Le prince regarda et reconnut aussitôt sa princesse. Il serait mort de plaisir s'il n'eût craint d'être déçu par quelque enchantement. Car, enfin, comment accommoder une rencontre si surprenante avec Longue Épine et sa mère, qui étaient renfermées dans le château des Trois Pointes, et qui prenaient le nom, l'une de Désirée et l'autre de sa dame d'honneur. Cependant sa passion le flattait. L'on a un penchant naturel à se persuader ce que l'on souhaite, et, dans une telle occasion, il fallait mourir d'impatience ou s'éclaircir. Il alla, sans différer, frapper doucement à la porte de la chambre où était la princesse. Giroflée, ne doutant pas que ce ne fût la bonne vieille, et ayant même besoin de son secours pour lui aider à bander le bras de sa maîtresse, se hâta d'ouvrir, et demeura bien surprise de voir le prince, qui vint se jeter aux pieds de Désirée. Les transports qui l'animaient lui permirent si peu de faire un discours suivi, que, quelque soin que j'ai eu de m'informer de ce qu'il lui dit dans ses premiers moments, je n'ai trouvé personne qui m'en ait bien éclairci. La princesse ne s'embarrassa pas moins dans ses réponses. Mais l'amour, qui sert souvent d'interprète au muet, se mit en tiers et persuada à l'un et l'autre qu'il ne s'était jamais rien dit de plus spirituel. Au moins, ne s'était-il jamais rien dit de plus touchant et de plus tendre. Les larmes, les soupirs, les serments, et même quelques sourires gracieux, tout en fut. La nuit se passa ainsi. Le jour parut sans que Désirée y eût fait aucune réflexion, et elle ne devint plus biche. Elle s'en aperçut. Rien ne fut égal à sa joie. Le prince lui était trop cher pour différer de la partager avec lui. Au même moment, elle commença le récit de son histoire, qu'elle fit avec une grâce et une éloquence naturelle qui surpassaient celles des plus habiles. « Quoi » s'écria-t-il, « ma charmante princesse, c'est vous que j'ai blessée sous la forme d'une biche blanche? Que ferais-je pour expier un si grand crime? Suffira-t-il d'en mourir de douleur à vos yeux ?» Il était tellement affligé que son déplaisir se voyait peint sur son visage. Désirée en souffrit plus que de sa blessure. Elle l'assura que ce n'était presque rien, et qu'elle ne pouvait s'empêcher d'aimer un mal qui lui procurait tant de bien. La manière dont elle parla était si obligeante qu'il ne put douter de ses bontés. Pour l'éclaircir à son tour de toute chose, il lui raconta la supercherie que Longue Épine et sa mère avaient faite, ajoutant qu'il fallait se hâter d'envoyer dire au roi son père le bonheur qu'il avait eu de la trouver, parce qu'il allait faire une terrible guerre pour tirer raison de l'affront qu'il croyait avoir reçu. Désirée le pria d'écrire par Bécafigue. Il voulait lui obéir, lorsqu'un bruit perçant de trompettes, clairons, timbales et tambours se répandit dans la forêt. Il leur sembla même qu'ils entendaient passer beaucoup de monde proche de la petite maison. Le prince regarda par la fenêtre. Il reconnut plusieurs officiers, ses drapeaux et ses guidons. Il leur commanda de s'arrêter et de l'attendre. Jamais surprise n'a été plus agréable que celle de cette armée. Chacun était persuadé que leur prince allait la conduire et tirer vengeance du père de Désirée. Le père du prince les menait lui-même, malgré son grand âge. Il venait dans une litière de velours en broderie d'or. Elle était suivie d'un chariot découvert. Longue Épine y était avec sa mère. Le prince guerrier, ayant vu la litière, y courut, et le roi, lui tendant les bras, l'embrassa avec 1000 témoignages d'un amour paternel. « Et d'où venez-vous, mon cher fils » s'écria-t-il. « Est-il possible que vous m'ayez livré à la douleur que votre absence me cause ?»« Seigneur, dit le prince, daignez m'écouter. » Le roi aussitôt descendit de sa litière, et, se retirant dans un lieu écarté, son fils lui apprit l'heureuse rencontre qu'il avait faite
et la fourberie de longue épine. Le roi, ravi de cette aventure, leva les mains et les yeux au ciel pour lui en rendre grâce. Dans ce moment, il vit paraître la princesse désirée, plus belle et plus brillante que tous les astres ensemble. Elle montait un superbe cheval qui n'allait que par courbettes. 100 plumes de différentes couleurs paraient sa tête, et les plus gros diamants du monde avaient été mis à son habit. Elle était vêtue en chasseur. Giroflée, qui la suivait, n'était guère moins parée qu'elle. C'étaient là des effets de la protection de Tulipe. Elle avait tout conduit avec soin et avec succès. La jolie maison de bois fut faite en faveur de la princesse, et, sous la figure d'une vieille, elle l'avait régalée pendant plusieurs jours. Dès que le prince reconnut ses troupes et qu'il alla trouver le roi son père, elle entra dans la chambre de Désirée. Elle souffla sur son bras pour guérir sa blessure. Elle lui donna ensuite les riches habits sous lesquels elle parut aux yeux du roi, qui demeura si charmé qu'il avait bien de la peine à la croire une personne mortelle. Il lui dit tout ce qu'on peut imaginer de plus obligeant dans une semblable occasion, et la conjura de ne point différer à ses sujets le plaisir de l'avoir pour reine. « Car je suis résolu, continua-t-il, de céder mon royaume aux princes guerriers, afin de le rendre plus digne de vous. » Désirée lui répondit avec toute la politesse qu'on devait attendre d'une personne si bien élevée. Puis, jetant les yeux sur les 2 prisonnières qui étaient dans le chariot et qui se cachaient le visage de leurs mains, elle eut la générosité de demander leur grâce, et que le même chariot, où elles étaient, servit à les conduire où elles voudraient aller. Le roi consentit à ce qu'elle souhaitait. Ce ne fut pas sans admirer son bon cœur et sans lui donner de grandes louanges. On ordonna que l'armée retournerait sur ses pas. Le prince monta à cheval pour accompagner sa belle princesse. On les reçut dans la ville capitale avec 1000 cris de joie. L'on prépara tout pour le jour des noces, qui devint très solennel par la présence des 6 bénignes fées qui aimaient la princesse. Elles lui firent les plus riches présents qui se soient jamais imaginés, entre autres ce magnifique palais où la reine les avait été voir, parut tout à coup en l'air, porté par 50 000 amours qui le posèrent dans une belle plaine au bord de la rivière. Après un tel don, il ne s'en pouvait plus faire de considérable. Le fidèle Bécafigue pria son maître de parler à Giroflée et de l'unir avec elle lorsqu'il épouserait la princesse. Il le voulut bien. Cette aimable fille fut très aise de trouver un établissement si avantageux en arrivant dans un royaume étranger. La fée Tulipe, qui était encore plus libérale que ses sœurs, lui donna 4 mines d'or dans les Indes, afin que son mari n'eût pas l'avantage de se dire plus riche qu'elle. Les noces du prince durèrent plusieurs mois. Chaque jour fournissait une fête nouvelle, et les aventures de Biche Blanche ont été chantées par tout le monde. La princesse, trop empressée de sortir de ces sombres lieux où voulait une sage fée lui cacher la clarté des cieux, ses malheurs, sa métamorphose, font assez voir en quel danger une jeune beauté s'expose quand trop tôt dans le monde elle ose s'engager. Ô vous, à qui l'amour, d'une main libérale, a donné des attraits capables de toucher, la beauté souvent est fatale. Vous ne sauriez trop la cacher. Vous croyez toujours vous défendre, en vous faisant aimer, de ressentir l'amour. Mais sachez qu'à son tour, à force d'en donner, on peut souvent en prendre.